Pourquoi les romances homosexuelles dans les mangas et animés sont souvent plus développées et intéressantes que les romances hétérosexuelles? Oui, je m'attaque à un sujet qui va parler, mais comme vous l'avez remarqué, j'aime dire ce que tout le monde pense tout bas. Les romances homosexuelles dans les mangas ne sont pas seulement des histoires d'amour, ce sont des explorations de la vulnérabilité, de l'identité et de la quête d'acceptation. Dans des œuvres comme Banana Fish ou The Summer Hikaru Died, la romance queer est intrinsèquement liée à la souffrance, la peur, et la recherche d'un refuge face à un monde hostile. Contrairement à beaucoup de romances hétéros dans les shonen ou shoujo, où la romance sert souvent de simple toile de fond, les romances homosexuelles deviennent le moteur principal des émotions et du développement des personnages. Ces relations explorent aussi souvent la complexité des sentiments non dits, comme Gon et Killua, regards lourds de sens, silence chargé d'émotions, gestes tendres minuscules, tout cela crée une tension plus forte et une immersion plus sincère. Les romances hétéros dans les shonen et shoujo ont longtemps été enfermées dans des schémas rigides, parfois prévisibles. Héroïne maladroite, tsundere ou princesse, triangle amoureux, rival jaloux, etc. Les romances ne sont souvent secondaires, survolées ou réduites à des clichés lourds et répétitifs. A l'inverse, les romances homosexuelles dans les mangas sont souvent portées par des auteurs qui cherchent à briser ces codes. Ils doivent inventer des dynamiques plus nuancées, des personnages plus complexes, car les schémas traditionnels ne fonctionnent pas de la même façon. Cela conduit à des histoires plus riches, plus originales et souvent plus réalistes dans leur gestion des émotions. Dans beaucoup de romances homosexuelles, l'amour est indissociable d'une lutte. Contre les normes sociales, contre l'auto-rejet, contre la peur d'être rejeté, contre la quête de soi. Cette dimension donne une profondeur supplémentaire souvent absente ou minimisée dans les romances hétéro-classiques. Le couple queer devient un symbole de résistance, de libération ou simplement de survie affective, ce qui rend les histoires plus chargées émotionnellement et plus mémorables. Par exemple, dans Banana Fish, la romance queer est au cœur d'un thriller violent. Dans la relation Ash et Eiji, il y a de l'intensité, de la douleur, de l'espoir, du réconfort. Il y a des sous-textes puissants sans avoir besoin d'expliciter chaque geste. Dans The Summer Hikaru Died, la romance queer est mêlée à une ambiance d'horreur et de questionnement identitaire. La romance n'est pas accessoire, c'est le centre même de la narration. Les sentiments sont complexes, Yoshiki aime un faux Hikaru qui découvre lui-même ce qu'il ressent. Dans Hunter x Hunter, la relation entre Killua et Gon transcende la simple amitié, voire même la romance. Il y a de la jalousie, de la peur de la séparation, des sacrifices. Il y a des scènes chargées d'une intensité émotionnelle rarement vue dans les shonen hétéro classiques, même dans les romances confirmées. La romance hétéro dans les shonen et shoujo sont souvent bâclées ou trop clichés. Dans les shonen, la romance hétéro est souvent un ajout secondaire, peu développé, avec peu d'impact sur l'intrigue ou la psychologie des personnages. Dans les shoujo, les romances hétéros peuvent être écrites avec beaucoup de clichés, ce qui rend l'histoire souvent prévisible et moins crédible. Par exemple, dans les shonen, la relation Natsu-Lucy est présente mais souvent mise de côté, avec peu de moments vraiment profonds ou d'évolution émotionnelle marquante. On a surtout des scènes légères, des regards, des sous-entendus, mais jamais une vraie exploration de leurs sentiments ou d'un conflit intérieur lié à leur couple. Natsu, malgré son âge adulte, a un comportement souvent puéril et incompréhensible face à l'amour, ce qui rend leur relation avec Lucy parfois incohérente et peu crédible. Il ne montre quasiment jamais d'initiative claire ou de réflexion sur leurs sentiments. Il agit parfois comme un gamin, ce qui crée un décalage avec l'idée d'une romance adulte et construite. Du coup, la dynamique entre eux paraît plus basée sur une amitié intense, avec quelques sous-entendus, plutôt qu'une vraie histoire d'amour développée. La romance Kanao et Tanjiro est arrivée très tard, presque comme un bonus, et est rapidement expédiée à la fin. Peu de scènes où leurs émotions sont développées, aucun véritable dialogue amoureux ou d'intimité montré à l'écran ou dans le manga. Naruto et Hinata. Leur romance est là, mais est souvent critiquée pour être maladroitement introduite, sans beaucoup d'approfondissement émotionnel au cœur de la série. Le développement de Hinata est souvent lié à son admiration plutôt qu'à un véritable échange émotionnel avec Naruto. Et j'en passe des exemples avec des couples catastrophiques comme ça. Cette superficialité contraste avec la richesse émotionnelle et narrative que les romances homosexuelles apportent souvent. Dans Hunter x Hunter, le lien Gon-Killua dépasse largement la simple amitié fraternelle qu'on voit habituellement dans les shonen. Killua agit souvent comme quelqu'un de profondément attaché à Gon, prêt à tout pour lui, ce qui va bien au-delà d'une camaraderie classique. Sa jalousie quand Gon s'éloigne, sa peur de le perdre, sa tristesse lors de leur séparation, tout cela ressemble énormément à une romance subtilement mise en scène. Mais ce qui rend cette romance particulière, c'est qu'elle n'est jamais explicitement formulée. C'est une romance implicite, codée dans les regards, les gestes, les silences. C'est exactement comme dans beaucoup de romances homosexuelles, dans les mangas, les émotions sont complexes, souvent retenues, ce qui les rend encore plus puissantes. C'est une tension amoureuse qui ne s'exprime pas avec des mots, mais par tout ce qui entoure les personnages.
Donc Wikirua est écrit d'une manière qui reflète parfaitement une romance queer, avec cette intensité émotionnelle, cette vulnérabilité, cette peur de la perte, mais aussi cette fidélité et ce dévouement extrême. C'est ce mélange-là qui rend leur relation tellement plus développée et touchante que beaucoup de romances hétéroclassiques dans les shonen, où les sentiments sont souvent simples ou survolés. Ce qui rend les romances homosexuelles dans les mangas et animes particulièrement captivantes, c'est cette capacité à plonger dans des émotions complexes, souvent laissées de côté dans les romances hétéroclassiques. Elles explorent la peur, le doute, l'acceptation de soi et de l'autre, tout en mettant en scène une intimité fragile et précieuse. Contrairement aux romances hétéros qui dans beaucoup de shonen ou shoujo peuvent être réduites à des clichés ou à des intrigues secondaires, les romances homosexuelles s'imposent souvent comme le cœur même de l'histoire. Elles sont écrites avec une attention minutieuse aux nuances, aux non-dits et aux tensions sous-jacentes. Cela donne lieu à des relations plus authentiques où chaque regard, chaque geste, chaque silence pèse lourd de sens. En plus, ces romances intègrent souvent une dimension sociale ou existentielle, la peur d'être rejeté, le combat pour être soi-même, la recherche d'un amour qui transcende les normes. Cette lutte donne une profondeur supplémentaire qui rend les récits plus riches et plus émouvants. Un autre point important, c'est que dans ces histoires, les personnages évoluent souvent en même temps que leurs relations. Leur amour devient un moyen de se découvrir, de guérir, de grandir. Cette évolution rend la romance dynamique, vivante et profondément touchante. Enfin, il y a cette liberté narrative qui vient du fait que ces romances ne sont pas contraintes par les clichés traditionnels du genre hétéro. Les auteurs peuvent ainsi jouer avec les codes, créer des dynamiques inattendues et offrir des portraits plus variés et réalistes des relations amoureuses. Tout ça contribue à faire des romances homosexuelles dans les mangas et anime des expériences narratives et émotionnelles souvent plus riches, plus nuancées et donc beaucoup plus intéressantes à suivre. Aussi, je peux pas parler de romances homosexuelles sans parler de la sexualisation. La sexualisation des romances homosexuelles dans les mangas, en particulier dans le genre yaoi, est un phénomène complexe qui s'inscrit dans un contexte culturel, éditorial et social très spécifique. Le yaoi ou le BL est un genre principalement créé par des autrices pour un public majoritairement féminin. Il mêle souvent romance et érotisme entre personnages masculins et cette sexualisation marquée peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le yaoi s'est développé dans les années 70-80 au Japon, en partie comme un genre alternatif qui explore des fantasmes féminins autour de relations masculines idéalisées, mêlant à la fois la douceur de l'amour et la puissance du désir. Les scènes sexuelles dans le yaoi sont souvent très stylisées, parfois presque artistiques, mais aussi parfois exagérées, avec des codes propres, position, expression, dynamique de pouvoir. Le yaoi joue sur le frisson du transgressif, où la sexualité homosexuelle devient un espace pour questionner les normes, les identités et les désirs, ce qui peut amener à une sexualisation accrue, dans une quête à la fois de plaisir et de subversion. Il est important de distinguer le yaoi d'autres sous-genres comme le shonen ai, qui met l'accent sur la romance douce, les sentiments et les émotions plus que sur le sexe. De même, beaucoup de BL actuels, notamment dans des œuvres plus récentes ou indépendantes, se concentrent sur la psychologie des personnages et leurs relations intimes sans sexualisation excessive. Cette diversité est parfois perdue dans le regard extérieur, où yaoi est souvent confondu avec toutes les formes de romance homosexuelle, ce qui fausse la perception de la richesse du genre. Il ne faut pas oublier que la sexualisation est aussi très présente dans les mangas et animes hétérosexuels, notamment dans les genres hentai, ecchi, ou même dans certains shoujo où le fanservice est omniprésent. Parfois, la sexualisation hétéro est plus directe et moins codée, ce qui peut la rendre plus visible ou plus brute. Le yaoi de son côté peut mêler érotisme et poésie avec une sexualisation plus stylisée, mais aussi parfois plus fantasmée. Cette sexualisation dans le yaoi peut avoir des effets ambivalents. D'un côté, elle peut réduire la représentation des relations homosexuelles à une dimension purement érotique ou fantasmatique, ce qui pose problème pour la visibilité réelle des identités LGBTQ+. De l'autre, elle ouvre un espace où la sexualité queer est explorée librement, souvent plus qu'ailleurs, permettant à certains lecteurs et lectrices de s'identifier ou de découvrir des aspects de leur propre désir. Cette sexualisation souligne aussi une tension entre le désir de raconter des histoires d'amour profondes, nuancées et respectueuses, et les contraintes commerciales et les attentes du public, mais aussi les tabous sociaux autour de la sexualité homosexuelle. En ce sens, le yaoi, avec ses scènes explicites, peut être vu à la fois comme une libération et comme une forme de stéréotype ou de réduction. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans beaucoup de shonen, la sexualisation des personnages féminins, avec des scènes où elles sont à moitié nues, des fanservices, des poses suggestives, est tellement banalisée qu'on y prête à peine attention. C'est devenu un code presque normalisé, presque
attendu du genre, comme si c'était une composante naturelle de l'univers. Mais quand il s'agit de sexualiser des relations ou des corps masculins, surtout dans un contexte homosexuel, ça provoque souvent plus de réactions, de tabous, voire de polémiques, comme si la sexualité masculine, surtout queer, était plus dérangeante ou moins acceptable socialement. Cette asymétrie dit beaucoup sur la façon dont la société perçoit le corps féminin versus le corps masculin et sur les normes culturelles autour de la sexualité. Le corps féminin est sexualisé de manière presque systématique, souvent sans que ce soit vraiment questionné, tandis que la sexualité masculine, en particulier homosexuelle, reste plus marginalisée ou stigmatisée. C'est aussi pour ça que les romances homosexuelles, malgré leur richesse émotionnelle, peuvent parfois être réduites à leur aspect érotique parce que la société, et même certains milieux de fans, n'arrivent pas toujours à dissocier amour queer et sexualité queer, alors que ça peut être beaucoup plus complexe, subtil et profond. C'est un vrai enjeu de représentation, et un sujet sur lequel beaucoup de créateurs et créatrices travaillent aujourd'hui pour essayer de dépasser ces stéréotypes et offrir des portraits plus équilibrés, respectueux et variés.